fois par mois, le SEM et le Tetris accueillent 2 artistes pour un temps de discussion et de bavardage autour de la question d'être un ou une artiste, de leur parcours et recueillir plusieurs témoignages, ainsi que les questions du public. Plus d'informations sur le site letetris.fr. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue au SEM pour ce dernier rendez-vous de bavardage, dernier rendez-vous de la saison. Depuis plusieurs mois, on se retrouve pour prendre le temps d'écouter celles et ceux qui font de la musique, sur scène, en coulisses, sur les routes, en studio, derrière des consoles, dans des vannes, des tourbus ou des logistiques parfois même improbables. Des temps de bavardage organisés au Tetris ou au SEM. Et pour clôturer cette saison, on reçoit 2 figures qui incarnent à leur manière des décennies de musique, de tournée et de passion. Little Bob et Jean-Philippe Rousseau, ici à mes côtés. Bonsoir à vous. Bonsoir Lucie. Bonsoir. D'abord, Little Bob, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter cette figure incontournable du rock havrais ? 50 ans de carrière cette année, une histoire intimement liée à celle du Havre, mais aussi du Royaume-Uni, des débuts à l'époque des 45 tours, des tournées anglaises, des labels, des magazines et surtout une sacrée énergie. Son album mythique High Time est sorti en 1976 et fête cette année son anniversaire avec une réédition qui est sortie le 29 mai. Et Jean-Philippe Rousseau, technicien son, tour manager, régisseur, professionnel du live, un homme de l'ombre qui connaît la route par cœur. Ancien salarié dans l'industrie, il plaque tout en 15 jours pour rejoindre le monde du spectacle. Depuis, des années tournées à travers le monde, des groupes, des rencontres, une expertise construite sur le terrain et une vraie vision des coulisses. Ils n'ont jamais réellement travaillé ensemble, mais leurs parcours se croisent depuis longtemps. Alors ce soir, on va parler tournée, débrouille, label, fatigue, évolution du métier et de ce que ça signifie de consacrer sa vie entière à la musique, sur scène comme en backstage. Et comme toujours, cet échange sera diffusé sur Westrack Radio demain à 20h et le public aura la parole pour poser toutes ces questions. Alors pour commencer, Little Bob, moi je me demandais comment est-ce que ça se passe quand on commence donc à l'époque avec des 45 tours dans la musique. Est-ce qu'on peut se replonger à cette époque un petit peu ? Ah ben, au début, on n'avait pas de label. Donc j'ai cherché partout et personne ne voulait d'un groupe de rock'n'roll. Voilà, en France à ce moment-là, on écoutait Genesis et puis la vedette française c'était Ange, qui marche toujours aujourd'hui. Hein. Et donc, c'était quoi ? À l'époque, justement, j'ai cru entendre qu'il y avait une anecdote pour se faire signer par un label. Il y a une histoire d'une cassette donnée au manager de Ange, c'est ça ? C'est ça. Donné au tour manager. Et puis, il m'a rappelé le lendemain, quand ils sont rentrés, pour me proposer 3 albums en 10 ans. Bon. Alors, j'ai signé puisque les majors étaient pas chaudes. Chose qui a changé après. Mais donc vous me faites peur là. Ouais, vendredi on était à Paris et on jouait au café de la danse. Vous connaissez ça ? Oui, ils étaient là eux. Voilà. Donc bon. Est-ce que j'ai répondu totalement à ton... Moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on glisse une cassette quand même à ce manager. Faut y aller. On y va. On se dit, on essaye. On avait absolument besoin de signer, de trouver un label. Donc, après, on n'a pas forcément choisi le bon. Parce que... non, parce que... il est mort, hein. Donc je peux parler de lui maintenant. Oui, parce qu'en fait, premier album sorti en 76, High Time, et il s'était vendu tout de suite à 30 000 copies, parce que comme on tournait en Angleterre, il y avait toute la presse rock'n'roll de l'époque
tu vois, le rock and folk best et extra et compagnie. Et donc ils ont parlé de nous, et donc ça s'est su comme ça, et c'est comme ça qu'on a vendu quand même pas mal d'albums. Et le deuxième album, on en a vendu 62 000 directement. Et s'il avait fait correctement le boulot, on aurait pu arriver un peu plus haut. Hein. Et en plus, pas un sou nous est revenu des royautés, des ventes des albums, des 2 albums. Alors j'ai appelé pour savoir ce qui se passait là. Et Jean-Claude Pognon il s'appelait. ouais. Et il avait dit, moi j'ai pas de sous, Bob, on a tout dépensé. Ah, merci. Alors j'ai provoqué une rencontre entre le patron de RCA, qui était le label distributeur, et Jean-Claude Pognon, dans un resto derrière chez RCA, qui était le distributeur. Alors moi je pouvais pas manger, évidemment j'étais noué. Et le manager de RCA s'est adressé à Pognon, et il lui a dit, écoute, tu me dois 25 patates, c'est-à-dire 25 millions, et je te prends Little Bob. Voilà. Donc il m'a acheté en échange de la dette. Voilà. Et puis après, donc, on a été distribué par RCA au 3e album. Et les ventes sont retombées à 30 000 malgré RCA, parce qu'il y avait Téléphone qui venait de sortir son premier album. Voilà, ainsi que tous les autres, quoi. Bijoux, Star Shooter après. Un peu plus tard, il y a eu aussi Trust et compagnie, quoi. Voilà. Ok, belle introduction. Ça me va très bien. Jean-Phi, toi, tu venais d'un univers totalement différent au départ. Tu m'as dit que tu avais tout plaqué en 15 jours. À la base, tu travaillais dans l'industrie. Comment est-ce qu'on plaque tout en 15 jours pour travailler dans la musique ? Quel est le déclic ? Le déclic, pour faire honneur à mon ami Nicolas ici, ouais, je pissais du code, comme on dit. J'écrivais des programmes pour automatiser des usines et mettre les gens au chômage, donc c'était assez intéressant. On est fin des années 80, et puis moi j'avais qu'une envie, c'était voyager pour le travail. Je regardais à chaque fois en l'air, je voyais passer des avions et j'avais envie de partir en avion et de bosser. Et donc j'ai fait un boulot, et mon deuxième boulot c'est en région parisienne, et quand j'ai passé l'entretien, ils m'ont dit il y a 4 à 6 mois pour apprendre à écrire le code, et après c'est soit les États-Unis, soit l'Asie, soit l'Amérique du Sud. Donc j'ai signé tout de suite, et puis une fois que j'étais embauché, donc j'ai commencé à apprendre le truc, et puis ils m'ont dit t'iras à Biache, c'est à côté de Lille. Donc là, c'est pas la même chose. Ah ouais, ok, exactement, c'est pas la même chose. Donc je dis ok, ok. Et puis un pote qui m'appelle, qui à l'époque était le tour manager des Roadrunners, Patrice Campelli, et puis il me dit j'ai une place pour aller voir Chuck Berry en région parisienne, si tu veux on y va. Donc je le rejoins, et dans la discussion, dans la journée, il me dit c'est compliqué avec les Roadrunners, on part dans 15 jours en tournée. Le bassiste ici présent, pour des raisons familiales, arrête. Il va être remplacé par la personne qui faisait le roadie, à l'époque on appelait ça comme ça. Et il me dit on est dans la merde, il n'y a personne, faut qu'on trouve quelqu'un. Et là vraiment ça a fait kraouik dans ma tête. Et je lui ai dit c'est pour moi. Et donc effectivement ça a été un peu surprenant parce que je gagnais bien ma vie, et j'ai compris après que c'est un métier passion. Moi, j'ai pas rencontré Jean-Claude Pognon, quoi, si tu veux. Ça, c'est sûr. Et je suis parti vraiment en 15 jours. Je suis allé voir mes patrons et j'ai dit au revoir. Ils m'ont dit c'est pas possible. Je dis vous verrez dans 15 jours si c'est pas possible. Et effectivement, je suis parti. Aux grandes dames de mes parents, bien entendu. Et puis,
Bah, après, en me retournant quelques années plus tard, je me suis dit, bah, en fait, j'ai voyagé pendant 20 ans avec des groupes et je me suis pas gouré. Et pour finir après, dans cet endroit-là, je crois que j'ai bien réussi. J'ai fait le bon choix. On n'a jamais eu besoin de toi, c'est dommage. C'est vrai qu'on s'est croisés, mais pas. Bah oui, mais toi, tu étais occupé et nous aussi. Et ouais, nous, on avait nos routes, on devait se croiser de temps en temps sur des autoroutes, bah, mais voilà. Et donc c'est comme ça que vraiment. Et je suis content de ne pas m'être trompé en tous les cas. J'ai vraiment écouté mon cœur et ma tête et c'est parti quoi. D'ailleurs, sur le fait que vos chemins se soient toujours croisés, je crois qu'il y a une anecdote par rapport à ça. Toi, dans ta jeunesse, tu connaissais évidemment Little Bob. Ça a pu briser quelques amitiés de copains qui ne connaissaient pas Little Bob. Oui, tout à fait. Bah, j'ai suivi mes fins d'études au Havre. D'ailleurs, soit dit en passant, j'ai passé donc 2 ans au Havre et je me suis dit plus jamais je reviendrai dans cette ville grise rock'n'roll, mais bon, bof, pas terrible. Je me suis gouré par contre sur ce coup-là parce qu'on est vraiment bien au Havre. Et j'étais donc étudiant et je logeais chez l'habitant avec une autre personne et on était rue Bellefontaine, qui est en bas du Havre. Et quand on descendait la rue Bellefontaine, au coin de la rue, il y avait une officine, on va dire, un petit bureau et je ne savais pas exactement ce que c'était, mais il y avait 1 ou 2 personnes qui travaillaient là et tout ça. Et puis un jour, donc je passe avec mon colocataire et je vois à l'intérieur un petit bonhomme. Alors il n'avait pas encore les cheveux blancs là, et je reconnais tout de suite et je fais waouh, c'est Little Bob. Et c'est là où je le découvre en vrai, pour de vrai. Et donc je dis à mon coloc, ouais, t'as vu, il y a Little Bob. Et il me répond, qui ça? Alors voilà, on s'est séparés après. Et c'est comme ça que donc j'ai rencontré Little Bob. Alors je suis pas rentré dans la boutique, j'ai pas osé aller lui parler, mais c'est la première fois où je l'ai vu pour de vrai. Et je me suis dit, ouais, c'est pas mal. C'était une boutique ou c'était... J'avais cru comprendre que c'était un label. Oui, ça devait déjà s'appeler Quai des Brumes. Je pense qu'il y a une personne dans la salle qui pourrait le confirmer ou pas. Ou plus ou moins. On n'en était pas loin. Voilà, c'était... Quai des Brumes, c'était l'agence. La transition. En tous les cas, il y avait donc ton frère qui travaillait dans cette agence. Ah si ouais, je dis pas de bêtises. après c'est lui qui a pris la succession. Ouais. Et puis voilà, et donc c'était une agence de tourneurs, si j'ai envie de dire ça, et il faisait tourner des groupes et voilà. Il sortait de l'université, il avait gagné son concours à l'université, donc qu'est-ce que je vais faire? C'était tout gagné pour nous, quoi. Donc il savait parler anglais, il pouvait... Donc il est venu travailler avec nous, il est resté avec nous quelque temps, jusqu'à ce qu'on tombe un jour sur une visite de la police qui venait regarder les comptes de Quai des Brumes. Et non, pas de Quai des Brumes, c'était pas Quai des Brumes, c'était Emma. Hein. Et à ce moment-là, André, mon frère, avait balancé des pourcentages de vente de concerts de Dr Feelgood en France. Et donc il les avait vendus et il leur devait 500 balles, 5000 balles par concert. Et évidemment, il n'avait pas de reçu du type qui a fait la transaction. Voilà, donc là, du coup, il avait une amende, grosse amende de 5000 balles. Et la mairie l'avait appelé pour faire le secrétariat du maire. Bah, donc... Donc, il m'a dit, écoute, là je m'en sors pas, j'en ai pas l'argent pour payer les impôts. Donc, voilà. Donc, après, on a cherché d'autres. Donc, on a trouvé même Reynolds qui était... Et puis, il y a plein de gens comme Thierry. Hein Thierry Ici présent ce soir. Ah oui, c'était là aussi. Enfin, ils étaient nombreux. Hein. Et donc, voilà. Et nous, on travaillait pour Quai des Brumes. Donc, c'est eux qui nous montaient nos tournées. Sans savoir qu'il y avait là un jeune qui
Et aujourd'hui, vous vous retrouvez à la même table. Jean-Phi, toi, quand on s'est rencontrés, tu m'as dit que tu étais un technicien assumé. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Oui, en fait, je crois que pour avoir fait la carrière que j'ai fait avec les artistes avec qui j'ai pu travailler, alors il y a certainement le fait que, désolé pour mes chevilles, mais je devais bien travailler. En tout cas, j'ai toujours bien travaillé. Ouais, j'ai été sérieux. Je sais que le monde du rock'n'roll, on peut vite déraper, mais voilà, j'attendais que les portes du camion soient claquées et que tout le monde soit au chaud pour faire ce que j'avais envie de faire, mais j'ai jamais, ça a toujours été droit, voilà, pour que ça marche. Et je vais faire comme Bob. C'est quoi la question ? La question était, quand on s'est rencontrés pour préparer ce bavardage, tu m'as dit, moi je suis un technicien assumé. Oui. C'est ce terme que et j'aimerais donc bien du que tu coup, nous précises. je dis ça parce que alors je pars vite loin dans ma carrière et on y reviendra, mais j'ai tourné aux États-Unis avec un groupe américain qui s'appelle Six North Sport. On pourra y revenir. Mais sur une tournée qu'ils faisaient aux États-Unis, ils m'ont payé un billet d'avion aller-retour pour que je fasse la tournée avec eux. Et alors j'étais fier de ça, mais il y a un moment, je suis quand même allé voir le chanteur. Je dis mais en claquant des doigts, il y a 40 000 personnes qui savent accorder des guitares. Donc pourquoi moi ? En plus, c'était pas une tournée où gagner beaucoup de pognon, donc ils ont quand même, et puis j'étais quand même payé en plus. Donc ils ont fait, ils ont mis un coup de couteau dans leur portefeuille pour me faire venir. Et en fait, donc le chanteur s'appelait David. Il m'a dit mais aux États-Unis, il n'y a pas le statut intermittent et tout ça. Et en fait, il y a beaucoup de techniciens qui sont entre guillemets des artistes qui doivent manger et donc qui font ça pour dépanner. Et en fait, moi, c'est mon travail. C'était mon travail et j'ai toujours assumé d'être technicien, d'être dans le noir. En fait, j'ai jamais voulu être sur scène et j'ai pas envie d'être sur scène. Je me sens très bien dans le noir à côté et que tout fonctionne. Et donc c'est ça, je dis, j'assume mon métier. Et je pense que c'est pour ça que j'ai réussi à aller suffisamment loin parce que j'aime ce que je faisais et c'était mon métier. J'avais pas une envie ou une jalousie d'être sur scène et d'être calife à la place du calife. On avait besoin de toi, de toute façon. Et voilà quoi. Donc oui, c'est assumé. Je suis un vrai technicien, puis régisseur, puis tout ça, mais c'est mon vrai métier, c'est mon corps de métier. Il y a des choses quand même dans vos parcours qui se croisent et c'est la tournée. Et je sais que pour ce bavardage, vous aviez envie de nous partager tout plein d'anecdotes parce que vous avez voyagé quand même beaucoup. Une vie de musicien, donc la tournée, comme on peut l'imaginer, avec ses difficultés, mais aussi ses bons moments. Est-ce qu'on devient accro à la tournée ? Est-ce qu'à un moment donné, on a du mal quand même à s'arrêter ? Et j'imagine que c'est quand même un plaisir. Tu veux répondre, Bob ? Attends, j'ai pas compris. La tournée. On est sur des anecdotes de tournée. Est-ce qu'on peut devenir accro à la tournée ? Ah, bah évidemment. Et puis, la tournée, tu sais... Nous, quand on a commencé à tourner, en 75, on a fait une première tournée parce qu'on avait laissé une cassette avec un petit enregistrement fait à la maison avec les musiciens. Et on avait donné à un Français qui travaillait à Leicester et qui était barman et qui voyait donc des gens du métier. Et c'était des tourneurs, c'était des Gallois qui venaient à Leicester, souvent, parce qu'il y en avait un qui habitait à Leicester. Et ils ont écouté et ça leur a plu. Et ils nous ont fait venir 15 jours, direct. 15 jours, 15 concerts. Boum. Il y a 15 jours, 15 concerts, c'est raide. Et on a fait pire après. Bah ouais, dès qu'on a tourné en Angleterre, en 4 ans, on a fait 350 concerts. Tu vois ? Donc, en Grande-Bretagne, évidemment partout, en Écosse, en Pays de Galles, en Irlande du Nord et du Sud. Et je me suis perdu encore. On parle de la tournée, de l'addiction de la tournée. Est-ce que 15 jours, 15 dates, est-ce que ça y est, le virus de la tournée a été attrapé ?
Ah ben oui, voilà. Et après, dès 76, en plus, on avait enregistré quelques 45 tours juste avant. Et dès 76, on a tourné en Angleterre parce que Martin Cole, qui était le manager anglais qui s'occupait de nous, est venu voir un petit festival à Paris où il y avait, entre autres, il y avait les Dogs de Rouen, il y avait nous en vedette à la fin, et il y avait d'autres groupes que je ne connaissais pas. Et le lendemain, il a appelé Monsieur Pognon, et il lui a dit moi, je voudrais bien Little Love Story pour... à ce moment-là, c'était Little Love Story. Et pour les faire tourner en Grande-Bretagne. Donc l'autre était content. Il dit, ils vont vendre des disques, c'est super. Et donc voilà, donc on a eu de la chance, parce qu'on a tourné en Angleterre, ça m'a donné vraiment l'envie d'être sur la route. Et parce que, après, on tournait bien en France aussi, on était contents. Hein. Mais, bon, un groupe français qui va tourner en Grande-Bretagne, c'est pas évident. Hein. D'abord parce que les Anglais nous ont acceptés, nous. Tu vois, on avait rien d'exceptionnel pour eux. Et en fait, eux, ils trouvaient que c'était bien. Et on donnait du rock'n'roll à plein le coffre. Et voilà. Et puis comme ça, on a commencé à les tourner, donc vraiment. Et puis après, début 76, on avait joué au Marquis le 1er mai 1976. Voilà. Comment on se fait quand on est un groupe français pour se faire accepter par les Anglais, parce que c'est pas facile? Ah ben, au départ, tu sais, le premier concert, c'était à Birmingham. Et je ne savais pas vraiment encore parler très très bien en anglais. Parce que j'ai appris aussi la langue petit à petit en tournant, en écrivant mes paroles en anglais. Et voilà, l'anglais, écoute, nous on s'est fait accepter. Qu'est-ce que je peux te dire? Est-ce que, je vais pas dire du mal d'eux, ils n'existent plus ensemble tout à fait. Mecs de téléphone, je les connais bien. On était en train d'enregistrer notre 4e album déjà. En 82, on était à Londres. Et je peux pas dire ça, non. Ben non, mais... T'attends que l'émission soit... Ouais. C'est après. On le dirait en off. Hein? C'est après qu'il faut dire ces choses-là. On se garde ça pour le off. Parce qu'ils avaient joué, ils ont osé jouer au Hammersmith Odéon, salle de 2500 places, où ils ont joué en première partie des Ramones américains. Il y avait 2500 punks dans la salle. Hein, et bonne partie avec des crêtes. Et nous, on était au balcon, comme ça on pouvait boire un coup. Et comment il s'appelle, le chanteur de téléphone, qui leur dit We are telephone from Paris, avec sa petite voix. Et là, il a reçu au moins 300 crachats dans la tête des punks anglais qui n'avaient pas accepté leur... ils ne voyaient pas ce qu'ils foutaient là en première partie des Ramones. Voilà. Voilà. Là, tu vois que nous, on a marché, on n'a pas reçu de problème. Tant mieux. Pas de crachat. Ah non, pas de crachat, mais en plus, j'avais mon batteur, Mino, qui était derrière moi, et à chaque fois qu'il y avait une petite connerie, il me disait « Bob, j'y vais ». Et il était ceinture noire de karaté.
Ouais, mais moi, bouge pas. Non, reste là parce que après on va se faire virer d'Angleterre, quoi. Si tu te mets à casser du monde, voilà. Voilà, bon, ça y est. Ah, mais j'ai tellement d'histoires. Jean-Phi, on a dit 15 jours, 15 dates, bam, direct. Toi, tu as connu ça aussi dès le début, du coup, en fait. Oui, ouais, c'est parti tout de suite. J'étais intermittent en 3 mois. En fait, j'ai donc démarré avec les Roadrunners. Et oui, on tombe accro des tournées. En plus, c'était vraiment, il y avait un esprit de famille. Mais je l'ai toujours, ce bruit là. On était dans nos petits 9 places et là, il y a la porte latérale qui claque, là, le bruit claque. Et dès que c'était claque, je sortais de ma famille de chez moi pour rentrer dans une autre famille avec cette bande de tarés là. Et oui, je sais pas comment l'expliquer, mais oui, on peut tomber accro et on peut aussi en sortir. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que moi, en 2005, j'en ai eu 2004, je crois, je sais plus trop. J'ai voulu arrêter de tourner, j'en pouvais plus, et puis ça me fatiguait, puis j'avais l'impression d'avoir fait le tour, et j'ai arrêté en 2011. Donc j'ai quand même mis 6 ans à arriver à décrocher de ce truc, quoi. Et là, j'ai plus du tout envie de repartir, c'est très bien. Mais oui, ça, c'est tenant, c'est vraiment une autre vie, et puis. Alors, il y a différents types de tournées, mais il y a eu des tournées où en fait on s'occupe vraiment de rien, y compris du linge. On part 3 mois et donc on lave notre linge, on nous fait à manger, on nous borde pas. Par contre, dans le tourbus, ça, on est obligé d'y aller tout seul. Mais voilà, donc on est vraiment dans une autre. C'est pas le quotidien qu'on a chez nous, donc on est vraiment dans une autre vie. Il y avait vraiment quelque chose d'autre, et ce qui était assez compliqué en rentrant à la maison d'ailleurs, parce qu'il faut rapidement, en 10 minutes, se remettre droit dedans. Ah oui, alors c'est à moi maintenant de laver mon linge, c'est à moi de me faire à bouffer, et c'est à moi d'aller chercher la petite à l'école. C'est quelle heure déjà qui finit? Je me rappelle plus. Voilà, mais oui, c'est prenant. Quand on parle de tournée comme ça, de pays, est-ce qu'il y a une anecdote comme ça qui te vient? Je sais que tu en as plein. Ouais, j'en ai une tonne. Une anecdote sur un pays. Alors, pays, je sais pas. J'ai des anecdotes plus avec les artistes et plus ou moins drôles. Un pays, ici, on va pas faire un pays, on va faire tu parlais de la difficulté au début de l'anglais et tout ça. Donc moi j'ai fait des études, donc j'ai appris l'anglais avec l'éducation nationale, donc je sais dire yes, my Taylor is rich, et puis tous ces trucs là, donc je savais parler anglais. Et en 92, donc 2 ans après que j'avais commencé à tourner, j'ai eu la chance de pouvoir tourner avec un artiste du Texas. Oui, c'est ça, hein, Texas, d'Austin. Calvin Russell, c'était un bluesman, et il avait son groupe de redneck derrière là, et c'est je crois que c'est la première date, je crois, ou la deuxième. Alors déjà oui, on est ensemble et tout, donc là je comprends pas. Je me dis l'accent n'est pas tout à fait le même que mes profs d'anglais que j'ai eu. C'était un petit peu ouais. Et donc du coup, il y a un soir, le batteur m'appelle, il est en train de jouer et il me dit What? Donc je fais What? Et il répète la même chose. Je dis bon, c'est inutile d'insister, je vais jamais rien comprendre. Donc je retourne sur le côté de la scène et il y avait la personne qui faisait la régie des retours, enfin le son des retours. Elle me dit qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a dit? Et je dis il m'a dit tout allait bien. Je m'en suis sorti comme ça, voilà, c'est une petite anecdote. C'est pas sur un pays, c'est sur la langue d'un pays, on va dire. Et tout allait bien finalement? Ça a fonctionné? Non, mais c'est pas grave, quoi. Il y a un moment, ça servait à rien que je dise what pendant 15 minutes, donc voilà. Puis après, je suis allé le voir et puis je lui ai dit c'était mieux et il me dit ouais. Donc après, bon. Voilà, ça passe comme ça. Voilà. Des fois, pour des artistes, il suffit de faire semblant de toucher un bouton et ils font ça, donc et ça c'est vrai. Bob, on parle là un peu de tournée, mais justement, tourner dans les années 70-80, c'était pas la même chose? Les tourbus, tout ça, ça n'existait pas? Le tourbus. Ah oui. Ah ben nous on a toujours eu des minibus, hein.
Et on mettait le plus de matériel. Ben, au départ, on avait Didier, Didier, comment il s'appelle Didier? Merde. Comment il s'appelait Didier? Bunel, on nous souffle. Ouais. Il avait un camion qui ressemblait à un poids lourd. Et donc il mettait tout le matos, la sono, parce qu'on l'amenait nous-mêmes, la sono. Et surtout au début. Hein. Donc on amenait tout le matériel, On amenait tout le matos. même dans un autre pays, hop, fallait tout emmener. Oui. Oh bah, au contraire, dans les clubs qu'on faisait au début, parce que les débuts, ça a été les clubs et les écoles. Tu vois, on a commencé par les lycées et après on a fini dans les universités. Comme les clubs, et donc on avait tourné dans les pubs et après il y a eu des salles aussi plus importantes. Mais de quoi on parlait? Des tourbus. Hein? Des tourbus, quand on part comme ça en tournée, à l'époque, j'imagine que c'était un peu moins confort. Bah, de toute façon, on n'était pas riches, hein, parce qu'on tournait en Angleterre, on n'était pas riches. Avec le cachet, on pouvait payer l'essence du camion le lendemain. Il n'y avait pas de péage encore en Grande-Bretagne, donc c'est bon. Et puis, oui, parce qu'en France, ils augmentent les péages en même temps que les coûts de l'essence. Hein. Et donc, on payait l'hôtel. Et le bed and breakfast, toujours bien choisi parce que les petits déjeuners étaient importants. Étant donné que y en avait qui demandaient du bread sans arrêt pour le faire griller, puis vous mettre du beurre et puis de la confite dessus. Et puis tourner le plus qu'on a fait en 19 jours sans break, sans arrêt. Je peux dire que pour chanter, c'est pas un cadeau. Je hurlais beaucoup à ce moment-là, plus que maintenant. Maintenant, je chante davantage. Enfin, je suis toujours hurleur, mais beaucoup moins que... À l'époque, j'y allais à fond, là. Et des fois, la voix, pouf, elle se barrait. Donc, il fallait faire attention à ça. Et voilà, bon, on a tenu le choc. On a tenu le choc. Bah, j'imagine que c'était intense, 19 jours sans pause. Ouais. Ah ouais, non, parce qu'en plus, on changeait de ville. Hein. On changeait d'endroit à chaque fois. Et on essayait, Martin essayait de monter les tournées géographiquement correctement. Mais il fallait le faire. Il fallait aussi s'adapter un peu parce que passer d'un pub à un lycée, à une fac, c'est pas la même scène. Enfin, c'est pas du tout. Ah bah non, mais il y a des pubs importants qui peuvent valoir les facs et qui sont devenus des clubs, des vrais clubs. Et puis il y a les pubs aussi, parce que pour boucler une tournée, évidemment, pour qu'on joue tous les jours et qu'on soit pas dans les frais à sortir nous-mêmes. Il essayait de monter les tournées le plus possible. Alors quand j'entendais le nombre de dates à chaque fois, mais bon, on a vendu des disques en France à ce moment-là, et on a cassé la baraque à ce moment-là, et donc voilà, c'était très bien l'Angleterre, les tournées. Jean-Philippe nous parlait un peu de cet esprit de famille quand même qu'on a sur les routes. Est-ce que c'était le cas aussi pour Little Bob Story? Oui. L'esprit de famille, ça dépend. Ça dépend. Moi, je me rappelle, on était à Londres, Martin nous invite tout le monde à manger au chinois.
Et puis moi, j'en avais ras-le-bol de tout le monde. Et du chinois aussi. Alors, bah oui, parce qu'on en a mangé des Chinois, des Indiens en Angleterre. Mais j'aimais bien. Hein. Mais bon, là j'avais envie d'une pizza, tu vois. Et donc à Pigalle, comment c'était le Pigalle anglais, Soho, par là. Il y avait une pizza, je me suis assis, j'ai commandé une pizza, un verre de vin. Et bon, après, j'ai pris un café. Et à la fin du café, j'ai demandé un stylo et un bout de papier. Et j'ai écrit Nobody's born to lose. Personne n'est né pour perdre. Et je la chante encore maintenant. Et puis je suis très content de l'avoir écrite parce que c'est une belle chanson. Sitting down, drinking a coffee, waiting for somebody to talk. Looking for someone in a crowd, thinking of the way you're living for. Voilà. Bien joué. Il a fallu que j'en pousse. Et puis au bout d'un moment, les tournées, quand on a une vie de famille, on a un peu envie de rentrer aussi un peu à la maison quand on a marre de manger du chinois. On a envie de rentrer un peu à la maison. À quel moment est-ce qu'on se dit j'en ai un peu marre des tournées là, j'aimerais bien stopper ça. Jean-Philippe, toi, tu as dit que tu avais mis quand même quelques années entre le moment où tu t'es dit j'arrête et 2011. Ouais, tout à fait. Après, je sais pas ce qui déclenche le... Mais je pense que j'aurais... Je sais pas. Je sais pas quoi répondre en fait. Je sais pas pourquoi j'ai voulu arrêter. J'aurais pu très bien continuer. Et si j'avais continué, je ne serais pas là. Je serais en tournée avec Nick Cave, là, il redémarre. Là, c'est sa première date aujourd'hui à nouveau. Et effectivement, alors il y a quand mes enfants sont arrivés, forcément, ma première fille... alors les deux, j'ai eu de la chance de pouvoir assister à l'accouchement, même si ça a été épique je suis arrivé juste pile poil et je suis reparti aussitôt parce qu'il y avait une date le lendemain. Mais c'est vrai que j'ai un souvenir aussi en partant 2 ou 3 mois. Je revois, donc ma fille s'appelle Agathe, la première, et les cheveux avaient poussé, elle avait grandi, elle avait changé. Et il y avait un petit truc qui me disait je suis en train de perdre je passe peut-être à côté de certaines choses, mais on est pris dans l'élan de la tournée, puis on est rappelé par les dingues et on repart avec les dingues dans les camions. Et puis ma deuxième fille est arrivée 6 ans plus tard, et puis je crois que c'est là où donc elle est née en 2003. Et je pense que là il y a eu un petit truc qui a commencé à me fatiguer, et puis le déclencheur c'est en 2004, j'étais avec Nick Cave et en tourbus, et je me suis réveillé un matin et j'avais les oreilles défoncées, j'avais les oreilles qui sifflaient, et là j'ai compris que j'avais des acouphènes. Et là je me suis dit ça commence à faire beaucoup là, ma santé commence à prendre des trucs, faut que je commence à faire gaffe. Et puis on s'arrête pas comme ça parce qu'il faut une transition, faut retrouver du travail. Donc retrouver du travail sans partir alors que le téléphone sonne et je te propose encore une autre tournée. Ah bah ouais, mais je tourne plus. Ah bah je rajoute un 0. Ah bah ouais, mais bon, j'ai plus de place dans mon coffre-fort. J'ai trop de pognon. Moi. C'est pas ça qu'il faut me dire. Bon, enfin voilà, je dis des bêtises, mais et donc oui, il y a un moment, moi j'ai ressenti le besoin de me poser. En fait, j'ai vraiment passé 20 ans à être tout le temps à... Ma mère m'a dit un jour, en fait, j'ai fui. En fait, j'ai fui quelque chose pendant 20 ans, et il a fallu 20 ans pour que je règle mon histoire. Et à un moment, j'ai pu revenir les pieds sur terre, et puis les pieds dans un tourbus. Et voilà, et maintenant, c'est à nouveau assumé, et je suis très bien sans tourner. En même temps, pour les auditeurs, pour le public ici, voilà, vous nous racontez des anecdotes, mais il faut imaginer que parfois c'est 3 mois sans rentrer à la maison. On l'a vu, des dates à répétition, pas de pause, sa vie en valise en fait. Mais donc, pour moi, c'était plus facile. J'étais pas marié, j'avais pas de fiancé. J'avais une chambre chez mes parents.
ma mère, quand je rentrais, que ce soit 3 heures du matin, elle avait gardé un truc pour moi dans le frigo pour manger. Ah ouais, bah, ma mère est étale, hein. La maman. Et donc, j'avais pas de problème là. Ensuite, quand j'ai rencontré ma femme, à partir de 86, elle a tourné avec moi. Donc voilà, comme ça, on vivait ensemble, on tournait ensemble, on changeait de lit tous les soirs. Et puis les tournées en France étaient pas aussi tueuses que les tournées en Grande-Bretagne. Non. Au bout d'un moment, il y a quand même un peu de fatigue qui arrive. Comment? Au bout d'un moment, il y a quand même un peu de fatigue. Ah bah la fatigue, J'imagine. ça, tout le temps. Tout le temps. Là même là, je suis fatigué là. ça se voit pas forcément, hein. Et puis un retour au Havre. Bob, le Havre, tu le connais depuis ta tendre enfance. Ah mais le Havre, moi je suis arrivé d'Italie en 58 avec mes parents, mon frère et ma sœur. Mon petit frère qui a 2 ans, qui avait 2 ans à l'époque. Alors lui, le premier mot français c'était papillon. Et puis il s'est mis à parler français tout de suite, quoi. Moi, j'avais fait du français au lycée, donc ça m'avait un petit peu ouvert. Et pour ma mère, ça a été triste. On quittait l'Italie, et bon, elle avait ses 3 enfants avec elle. Bon, donc tout allait bien. Et puis nous, on était très heureux. Moi, j'avoue avoir été... J'ai trouvé que la France nous avait bien accueillis, que le Havre nous avait bien accueillis, que le quartier Jules Durand, c'est là où j'ai vécu aussi, m'a bien accueilli. Et quand j'ai commencé à... Bon, quand j'ai fait un peu d'école d'école privée, c'était pigier, il y avait que des cons autour de moi, il y avait que des gens qui avaient fait des fils à papa, qui avaient été tous été rejetés par leurs écoles. Et moi j'étudiais, je travaillais, quoi, et j'ai réussi. Le français est bien rentré, comme ça, parfaitement. Et il se foutait de moi. Et en plus, faut dire qu'à 18 ans, j'en paraissais 12. Eh oui, j'étais un petit bonhomme, vraiment. C'était un peu difficile pour les filles. Ah ouais, à 12 ans, tu peux les regarder, mais de loin, et c'est tout, hein. En tout cas, il y avait une envie de rester au Havre. Tu as eu des propositions de vivre au Royaume-Uni, aux États-Unis. Ah oui, partout. Mais finalement, c'était le Havre. Pourquoi? Ouais, j'aime bien le Havre, c'était ma patrie, quoi. Voilà, moi j'aime le Havre, j'aime les Havrais, j'aime comment on a été accueillis partout. Pour moi, le Havre, c'est ma famille, tu vois. Maintenant, mes parents sont décédés tous les deux en 85. Et je rencontrais ma douce en 86, voilà. Je lui ai, d'ailleurs, comme j'ai parlé de cocaïne, j'ai tout arrêté à ce moment-là. Ni le speed, ni la coke, ni... voilà. Mais quand même, je leur dis, quoi. C'est noté. Mais à l'époque, on était obligés, hein. Obligé? Oh bah, quand tu veux avoir un peu de pêche pour faire 19 concerts d'affilée, tu vois, c'était du style 27 concerts en un mois. Et ben forcément, tu avais des gens qui nous suivaient de concert en concert, tu vois. Et puis ils nous offraient au départ, et puis après on achetait. Ben voilà. Et
Et donc là, comme on aimait bien picoler aussi, hein, ah oui, on aimait bien le whisky, on aimait bien la bière. Enfin, la bière, je sais que tout le monde en boit. Vous ne buvez pas de bière, là? Il y en a sur les tables. Bah si, je les connais. Toi, Jean-Philippe, tu nous disais que à l'origine, tu étais ici au Havre pour tes études et que tu avais qu'une envie, c'était de repartir. Le Havre, ça te plaisait pas? Ouais, je sais. J'avoue. Alors, c'est certainement dû aux études, en fait. Donc, mais je suis parti du Havre en 86, je crois, ouais. Et je suis revenu donc en début des années 90 pour être avec les Roadrunners. Et là, j'ai découvert la ville pour de vrai, avec une autre facette. J'étais plus étudiant, j'étais dans la musique et du coup, c'est parti, quoi. Et comme dit Bob, j'ai découvert que les gens au Havre étaient super accueillants. Et en fait, je me rappelle d'une première soirée dans un bar, oui, effectivement. Je sais plus si c'était, on s'en fout du nom du bar, ceci dit. Et ok, et donc on a passé une belle soirée avec des inconnus, à boire des coups, à dire plein de choses très philosophiques, bien entendu. Et le lendemain, en fait, j'ai recroisé ces gens-là, et hop, c'était bras dessus, bras dessous, et hop, c'est reparti. Et voilà, j'ai vraiment senti une chaleur humaine, alors que la ville à l'époque, je la trouvais totalement grise, triste, pas accueillante. L'entrée du Havre était vraiment pas sexy et tout. Mais mine de rien, en fait, la ville, elle avait son cachet à elle. Et puis, vraiment, j'ai trouvé les gens au Havre, je les ai découverts en revenant. Et pour rien au monde, je repartirai du Havre. Enfin, je dis ça, puis ça se trouve demain, j'irai à Bolbec. On adore les gens de Bolbec. On leur envoie moi plein aussi, d'amour. bien entendu. Oui. En tout cas, le Havre, ville rock'n'roll, ça c'est sûr. Même Ça, il s'il faisait gris, n'y a pas photo. Ouais. Ça, c'est clair. Hein. On n'est pas... Ouais. On peut le dire. Oui, on peut le dire. Bah, on a sommé, hein. C'était nous, à l'époque, on avait commencé avec les Apaches. Et il y avait, en même temps que nous, il y avait les Leaders. Il y avait les Blackers, il y avait, c'était déjà tous des noms anglais, tu vois. Et puis il y en avait d'autres. Et il y avait plein de groupes donc, qui jouaient avec nous. Nous, dès le départ, on jouait à la salle des fêtes de Graville et on faisait des genres de festivals avec 4 ou 5 groupes en même temps. Après, c'était pas forcément facile parce que, bon, il y avait de la jalousie, il y avait des... Bon. Mais nous, on tournait, donc voilà. Et moi, je me suis toujours dit, je viens d'Évreux, donc j'ai déménagé, et j'ai dit, heureusement que je suis pas tombé en panne normand. Facile, ça. Allez, on embrasse aussi les Rouennais qui pourraient nous écouter. On ne veut pas se mettre qui que ce soit à dos. Pour l'avenir, 50 ans de carrière, voilà, avec une réédition de ce premier album, qu'est-ce qui nourrit encore cette envie de monter sur scène, de rencontrer ce public, de partager ces histoires, Bob? Ouais, encore, ouais. Bah oui. En plus, vous savez mon âge. 47. Bah oui, faut que j'en parle quand même. Parce que je préférais pas avoir ça, hein, mais j'ai 86 ans. 86 et je chante encore du rock'n'roll. Ça, faut le faire. Oui, il faut le faire, ouais. Hein, voilà. Et puis, là, je pense, j'ai envie, j'y arriverai parce que depuis le décès de ma femme, j'ai fait un album, elle est décédée en 2019 et j'ai sorti qu'un seul album depuis en 2021, Winnie Dope, qui est encore très récent parce qu'en ce moment aussi on a besoin d'espoir, hein, vu le monde de dingue dans lequel on vit. À tous les niveaux.
Et puis voilà, qu'est-ce que je vais raconter encore comme connerie? Il y aura encore plein d'anecdotes, je suis certaine. Hein. Mais en tout cas, il y a toujours cette même niaque du début. Enfin, dans nos premiers échanges, quand on s'est rencontrés pour préparer cette session de bavardage, j'ai vraiment senti cette envie, quoi, cette niaque de faire des choses. Bah, en plus, j'ai tellement de trucs à raconter que, tu vois, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle La Story. Le Little Bob qui a écrit La Story, bah oui. Mais il est sorti au moment où on faisait le film avec Aki Kaurismäki. Voilà. Et on a participé à un film de Aki Kaurismäki, le Finlandais. Et on a chanté une chanson dedans. Voilà. Et qui s'appelait Libéraux. Voilà. Libéraux, c'était le prénom de mon père. Joli prénom. Libéraux, ça veut dire libre. Voilà. Et puis, bah quoi? Et puis. Bah, je sais pas, des concerts, encore des temps comme ça pour rencontrer le public. Là, la preuve, là, vendredi, on a joué au Café de la Danse à Paris. On a fait un bon concert. Hein, il y en avait quelques-uns qui étaient là. Parce qu'ils viennent, hein, les Havrais, ils viennent quand même. Hein. Ils suivent. Voilà. Donc, là, c'est un peu tranquillos. Mais j'ai pas eu beaucoup de papiers dans la presse française. Il faut que je fasse un nouvel album. Et voilà, c'est comme ça. On est presque obligé, si on veut, de continuer, et avec un nouveau disque, avec tout. Si on veut continuer, c'est ça, pour qu'ils parlent de nous, pour que les gens se rappellent qu'on existe toujours et qu'ils nous rappellent. Voilà. Et de quoi ça pourrait parler cet album? Comment? De quoi ça pourrait parler cet album? De ces 50 dernières années? Ah là là, c'est raide, parce que je sais pas, je parlerai encore de Mimi, de ma femme forcément, mais pas que ça. Après, il y a tellement de merdier qui se déroule là en ce moment. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Entre la politique, les meurtres sur enfants, les pillages, les viols, bon, enfin, tu vois. Je regarde la météo de la télé quand même pour écouter ce qui se passe. Hein. Ah là là. Voilà. We need hope. We need hope. Jean-Phi, toi, là, donc, on sent que tu es bien de retour au Havre, au SEM, mais il y a quand même un retour sur la route qui est prévu, je crois, pour toi. Oui, tout à fait. Je dis que je tournerai plus, puis en fait, j'ai menti tout à l'heure, je me suis trompé, j'avais déjà oublié. Heureusement que j'avais révisé. Faut que je m'y remette. Tu fais bien de me le rappeler. Avec les redondances. Voilà, oui, c'est marrant, ça boucle une boucle en fait. Pour moi, j'ai commencé avec eux donc en 90. J'ai tourné pendant 6 ans avec eux. Et on s'est pas vraiment quitté parce qu'on est dans le milieu, on a continué à se voir et tout ça. On est plus qu'amis. Et puis, le hasard fait que les Roadrunners décident de sortir de la naphtaline et de repartir en tournée. Ah, ça, c'est incroyable. C'est quand même pas mal. D'avoir pu faire ça. Ils ont à nouveau insisté pour que je sois là, parce que sinon, mais non, si t'es pas là, Ok. Donc voilà, donc effectivement, on va repartir un mois et demi. En rentrant, hein. Là c'est pas un mois et demi, là c'est la petite tournée des vieux, quoi. Donc on va faire 3 dates et on revient, et 3 dates et on revient, mais voilà. C'est pas 3 mois et on revient, 3 mois et on revient. On va faire d'abord 3 jours et on revient. Mais ça promet quand même, je crois. Hein, on s'en reparlera peut-être. Très apprécié. On reverra. Mais, oui, non, j'attends ça avec
pas avec impatience, mais avec rigolade, je vais dire, peut-être. Je pense qu'on va... je vais pouvoir continuer j'ai un carnet de notes, d'anecdotes, mais je crois que je vais faire une nouvelle page, parce que même en quelques dates, je crois que je vais en avoir encore des nouvelles. Surtout avec eux. Où est-ce que vous allez ? On reste en France, on fait que des dates en France, c'est déjà pas mal. Et donc tu disais que tu attendais ça avec rigolade, mais est-ce que voilà, tu as des choses que tu dis, bah tiens, je vais reprendre telles habitudes de tournée, ou tu attends vraiment de voir comment ça va se dérouler pour ces quelques dates ? Ouais, je me projette pas encore dedans, de toute façon je vais pas changer mes habitudes, donc il y aura bien un soir ou deux, je vais râler, hein, sinon ils vont se dire qu'est-ce qui se passe. Et puis je vais toujours, à mon avis, bosser sérieusement comme je l'ai fait pour que tout se passe bien et que eux soient... En fait, moi, mon plaisir aussi, c'est vraiment de voir les musiciens satisfaits. Et moi, j'ai eu la chance Alors, j'ai pas tourné avec beaucoup de groupes, et puis en fait, c'est les groupes qui m'ont appelé. J'ai jamais demandé à appeler un tourneur pour dire je suis dispo, voilà. J'ai vraiment eu de la chance avec ça, tout s'est enchaîné. Alors j'ai fait deux, trois trucs où je me suis dit tiens, j'y vais pour le pognon. Je l'ai plus jamais refait parce que ça s'est super mal passé, donc c'était pas une bonne idée. Mais par contre, avec les artistes avec qui j'ai tourné, j'ai réussi à créer un truc de confiance. En fait, moi, sur les dernières tournées, il y a un côté. Alors, j'ai jamais fait l'armée, mais je dis on est comme un lieu. Je me sentais comme un lieutenant au service d'eux. Je suis vraiment au service d'eux, que j'ai dit tout à l'heure, que j'assume, ça me dérange pas. J'ai même fait le pupitre vivant pendant une tournée pour Nick Cave. Faut le faire quand même, quoi, sur une date. Je lui tenais ses paroles devant tout le monde. Là, il y a 5000 ou 10 000 personnes derrière. Une fois que j'ai regardé la vidéo, je me dis je suis vraiment trop con d'avoir fait ça, mais bon, voilà, je l'ai fait parce que Nick, il voulait que je fasse ça. Alors, d'ailleurs, il m'appelait Jean-Pierre sur la première date, donc forcément, Jean-Pierre. Donc moi, j'étais sur le côté de la scène, puis Jean-Pierre. Et puis là, il y a le tour manager qui est arrivé, il dit il t'appelle. Je dis mais je m'appelle pas Jean-Pierre. Bon, et j'y suis allé. Et donc d'ailleurs, j'y vais, je balance les anecdotes, on peut y aller. Donc effectivement, c'est le dernier morceau, c'est The Curse of Milhaven, il y a 13 couplets, donc je peux comprendre que Nick Cave, qui a écrit je ne sais combien de chansons, il s'en rappelait pas, et donc je lui avais écrit les paroles sur des grands cartons, format A3, et en fait il y avait les couplets, et on l'avait fait pour les répétitions. Et il avait trouvé ça drôle, et il m'avait dit sur scène tu viendras. Et c'est ce pourquoi j'y étais pas allé, parce que je pensais que c'était vraiment une connerie. Et en fait non, il avait vraiment en tête, et à la première date de cette tournée-là, donc de la première tournée d'ailleurs que j'ai fait avec eux, donc il m'appelle, donc je suis un peu... J'aime pas aller sur scène moi, donc ça me plaisait pas trop, mais je l'ai fait. Et donc j'avais la tronche à Nick Cave qui était là, avec ses putains de yeux bleus là, qui venait lire juste la première phrase, certainement pour se rappeler. Et donc il dit premier couplet. Ouais, et ça. Moi je comprends pas très bien l'anglais, j'arrive à m'exprimer, j'arrive à faire comprendre, mais les paroles fluides comme ça, je saisis pas, quoi. Et sur le premier couplet, je commence à réaliser, je dis mais quand est-ce que je dois changer le... Je connais pas les paroles. Quand est-ce que ça va être le truc? J'ai eu un coup de flip total. Donc de temps en temps, je regardais, j'essayais de voir, donc ça s'est plus ou moins bien passé. D'ailleurs, pour la date suivante, je mettais la dernière phrase sur un bout de GAFA blanc derrière pour voir où on en était, pour arriver à comprendre. Bon, puis après, j'ai fini par y arriver. Mais d'avoir la grosse tête à Nick Cave qui arrivait, là, wow, c'était terrible. Je me suis dit, c'est pas possible, il va pas me faire ça à chaque fois. Donc la deuxième date, j'ai acheté un nez de clown. Et je l'avais dans la poche, donc il se pointe, voilà, il fait son premier, deuxième, troisième couplet, et puis hop, je remonte mes cartes, je mets mon nez de clown, puis j'attends qu'il revienne pour le quatrième couplet, pour sa première phrase. Et hop, je fais ça et je baisse le carton, il me voit avec le nez rouge. Ah, je vois bien qu'il y a eu un petit krawick, mais bon, il est professionnel, il repart, mais bon, je vois bien que ça l'a un peu déstabilisé, il s'y attendait pas. Moi, je retire mon nez de clown, puis je me dis, oh, la prochaine date, je vais pas remettre un nez de clown, qu'est-ce que je pourrais trouver? Et je suis allé dans un magasin de farce et attrape et j'ai trouvé des lunettes à quadruple foyer, là, les trucs, et j'ai fait la même. Donc j'ai refait la même, donc là j'ai vu que c'était limite, et
Le 3e soir, avant de monter sur scène, il vient, il me chope l'oreille, il me dit « Tonight, no comedy ». J'ai compris qu'il fallait que j'arrête, donc j'ai arrêté, voilà. Et c'était pas les premières fois que tu montais sur scène, je crois qu'il y a une autre anecdote à l'Olympia. Où, ah oui, à l'Olympia, alors ça c'était avec Calvin Russell, donc ça devait être en 1995, pas 1800, on déconne pas non plus. Hein. Ça va quoi. Et effectivement, donc il y a Calvin Russell qui fait son concert à l'Olympia. L'Olympia est complet et il fait en première partie, il fait venir de ses potes d'Austin, donc un mec tout seul à la guitare, improbable, un bluesman aussi, mais totalement inconnu et le mec il a fait que jouer dans des bars et il se retrouve à Paris en première partie. Donc moi je m'occupais pas de lui, hein, c'est tout, mais j'étais sur le côté de la scène. Et donc c'est à lui, donc il monte sur scène, il est avec une guitare acoustique et il démarre. Alors le micro ouvert, il se met à chanter, mais pas de guitare acoustique. Bah, c'est pas mon problème, moi je m'occupe de Calvin Russell et puis c'est tout. Et je vois les mecs à la sono, enfin au retour à côté qui commencent à pédaler, qui appuient sur leurs boutons, ça clignote pas et tout. Et puis ils me disent ça déconne, il a pas monté le volume de sa guitare. Je dis, waouh, ça c'est du professionnel. Et je me suis dit, bah, puisque c'est ça, puisqu'il se la joue pas trop professionnel, bah, moi je vais faire partie du spectacle. Et j'y suis allé, mais vraiment tranquillement. Comme quelqu'un qui arrive sur scène, et je me suis baladé sur scène, je suis arrivé, j'ai regardé le public, j'ai regardé son bouton, hop, j'ai monté le volume à fond. Alors la guitare est arrivée dans la sono à fond, tout le monde s'est mis à applaudir, puis je suis reparti tranquille. Voilà, et j'ai trouvé ça drôle de le faire comme ça plutôt que d'arriver en catimini, courir, remonter et repartir. Je me suis dit, assumons, vas-y. Et comme ça, peut-être que la prochaine fois, il se rappellera que c'est bien de monter le volume de sa guitare plutôt que quelqu'un vienne le faire. Et c'est toujours mieux. Voilà, il y en a des anecdotes, il y en a des choses à raconter. On va devoir nous se quitter pour West Track parce qu'on arrive à la fin du temps qui nous est consacré. Je voulais vous remercier pour votre présence ce soir parce que je le rappelle, c'est la dernière édition de Bavardage. Alors on espère se retrouver pour une saison prochaine, mais en tout cas, on a commencé fort sur la première, on termine fort. Merci donc Little Bob et Jean-Philippe Rousseau. Merci au SEM pour leur accueil pour cette clôture de saison. Je rappelle que vous pouvez réécouter toutes les éditions de Bavardage sur le site west-track.com. On va maintenant ouvrir la discussion leur donner la parole à notre beau public. Peut-être qu'ils ont envie d'autres anecdotes, peut-être qu'ils ont des questions sur le métier, les tournées, les coulisses. Bref, c'est le moment. Pour les auditeurs de West Track, on vous souhaite une très belle soirée. On se dit à très vite. Et pour vous, le public, si vous avez des questions, des envies d'anecdotes, c'est le moment. Merci Lucie. Merci à vous. C'était Bavardage, un programme proposé en partenariat avec le Tetris et le SEM. Retrouvez le mois prochain l'édition suivante. Plus d'informations sur le site letetris.fr.